Bon, bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence technique qui s'intitule « Comment la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique peut-elle être un outil à la résilience climatique ?» Donc nous sommes tous les trois membres de la FPG, l'Association française des professionnels de la géothermie. Et nous allons vous parler de géothermie d'abord et de boucle d'eau tempérée. Alors pour ma part, moi je suis Jean-Renaud Vuattier, je suis ingénieur hydrogéologue, je travaille pour le bureau d'études stratégie au Conseil, membre de la FPG, et je suis basé à Nantes et je vais vous parler un petit peu en introduction de ce qu'est la géothermie, histoire que mes deux collègues puissent enchaîner sur la boucle d'eau tempérée. Donc, tout d'abord, une première cartographie que vous avez à l'écran. On a fait l'extraction des installations géothermiques dans notre Grand Ouest, dans les deux régions Bretagne et Pays de la Loire. Et le premier constat qui peut être fait, c'est que vous avez une installation sur deux en France qui va se retrouver dans l'une de ces deux régions. Donc on a un territoire qui est très propice à la géothermie et très densément peuplé d'installations géothermiques. Et on peut aussi constater que vous avez une installation, un peu plus d'une installation sur deux, 63%, d'installations sur sonde, une technologie qui va être grandement utilisée dans le cadre de la mise en œuvre de ces boucles d'eau tempérées. Ce qu'on peut rajouter également, c'est que vous avez sur le plan réglementaire une cartographie très favorable à la géothermie en Bretagne, Pays de la Loire, puisque quasiment les 95% du territoire est en zone verte sur le plan réglementaire, ce qui signifie globalement des projets de géothermie extrêmement faciles à mettre en œuvre, à développer. Donc, dans un premier temps, la géothermie, grosso modo, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la géothermie rapidement. Donc la géothermie, c'est un nom grec, ça vient du grec géo, géo la terre, thermos la chaleur. Donc la géothermie, c'est cette science, ce process industriel qui vise à exploiter la chaleur naturellement contenue dans la terre. Cette chaleur de la terre, elle est naturelle, elle vient elle est là depuis le début de la formation de notre planète Terre. Elle est liée essentiellement à la désintégration d'éléments radioactifs qui sont contenus dans notre Terre, qui se désintègrent et qui créent naturellement un gradient géothermique. Alors un gradient géothermique, qu'est-ce que c'est? C'est cette augmentation de la température croissante avec la profondeur, au-delà d'une profondeur de 10 à 15 mètres. Vous allez avoir une variation de température qui avoisine les 3 degrés tous les 100 mètres, c'est-à-dire que votre température croît avec tous les 100 mètres d'environ 3 degrés. C'est à peu près le gradient géothermique moyen du sous-sol de notre planète. Ce qui nous fait dire en fait que cette énergie géothermique, en fait, c'est une énergie renouvelable, mais qui est illimitée, puisque de toute façon, à l'échelle humaine, notre Terre continuera à émettre de la chaleur et on a toujours cette chaleur disponible et gratuitement dans le sous-sol. Donc on a deux types de technologies qui permettent d'exploiter la chaleur du sous-sol. On a deux technologies en fonction de la profondeur et en fonction de la température du sous-sol. Une première géothermie dite géothermie de surface. On est limité à 200 mètres de profondeur environ. On va avoir des températures qui n'excéderont pas les 30 degrés. Au-delà de cette température et de cette profondeur, on va parler de géothermie profonde. En Bretagne, Pays de la Loire, on oublie la géothermie profonde et on fera que de la géothermie de surface. Donc la géothermie de surface, concrètement, vous avez deux technologies qui permettent de venir puiser ces calories qui sont contenues dans le sous-sol. Vous avez une technologie qu'on appelle une technologie sur boucle ouverte. Donc on va venir chercher la chaleur contenue dans les eaux souterraines. Donc ça, c'est la première technologie en boucle ouverte. Et une deuxième technologie qu'on appellera la boucle fermée. On va aller chercher la chaleur via des sondes géothermiques et un fluide va venir circuler pour venir récupérer ces calories dans la Terre. Faisons un petit focus sur le système de doublé géothermique qui vise à exploiter les eaux souterraines. Donc en fait, on va venir chercher la chaleur à travers ce qu'on appelle un doublé de forage. Un premier forage, vous venez pomper l'eau, vous la ramenez en surface. En surface, elle passe à travers un échangeur de chaleur où les calories sont prélevées, sont rendues disponibles pour un organe qu'on appelle une pompe à chaleur, un organe thermodynamique très puissant qui permet de valoriser ces calories. Et une fois que ces calories ont été prélevées, elles retournent intégralement dans le sous-sol au travers d'un deuxième forage de pompage. Donc cette technologie, elle est adaptée à notre territoire, mais que dans certains secteurs bien particuliers, puisqu'en fait, il vous faut un réservoir aquifère, c'est-à-dire une roche qui contient de l'eau
en quantité suffisante pour pouvoir être exploité. Et donc en fait, cette technologie est plutôt adaptée aux un peu plus gros projets et on va se limiter plutôt au contrefort du bassin de Paris et au sud de notre région de Pays de la Loire, puisque le reste du territoire est plutôt favorable à cette deuxième technologie qu'on appelle la sonde géothermique verticale, où là, on n'a pas du tout besoin d'eau, on vient juste exploiter la chaleur contenue dans le sous-sol par le simple biais d'un forage qu'on va réaliser jusqu'à 200 mètres de profondeur, dans lequel on va faire circuler un fluide caloporteur qui va venir récupérer cette chaleur. Et une fois que cette chaleur est récupérée, comme dans la première technologie, on va venir l'exploiter et la récupérer pour la valoriser. J'oublie pas de parler également de d'autres technologies un peu plus confidentielles, mais qui néanmoins ont le mérite de venir s'adapter à des petits bâtiments jusqu'à 400-500 mètres carrés, très bien rénovés. C'est de la géothermie de surface via des corbeilles géothermiques, via des murs géothermiques. C'est exactement le même principe que la sonde géothermique, mais vous êtes vous exploitez la chaleur contenue dans les 0 à 10 premiers mètres. Vous pouvez avoir également des pieux géothermiques. Lorsque vous venez fonder des fondations de bâtiments, vous venez mettre en place ces échangeurs au moment du fonçage des pieux sur les armatures. C'est le même principe que la sonde géothermique verticale. Et enfin, je n'oublierai pas quelques autres technologies qui permettent de venir exploiter la chaleur, cette fois-ci contenue par exemple dans les eaux usées, donc la chaleur des résiduels de nos eaux usées, ou étant donné qu'on a une belle façade maritime, il y a des projets qu'il est possible de mettre en place sur les façades de la Manche, sur les façades de l'océan Atlantique, pour venir exploiter l'énergie contenue cette fois-ci dans la mer et dans l'océan. Et enfin, dernière diapositive sur le principe de cette pompe à chaleur, cette magnifique machine thermodynamique dont le rôle est de transférer les calories de la source froide vers la source chaude. Et je laisserai mes collègues fabricants de pompes à chaleur en parler un petit peu plus. Maintenant, la session de questions-réponses, on la fera à la fin, tous les trois. Et je te laisse. Bonjour. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste Bernard, donc je suis membre également de la FPG et dans le bureau d'études Éco-Ingénierie, donc on a un bureau d'études sous-sol et surface. Donc moi, je vais vous parler de la BTEG, c'est un nom un peu barbare, mais qui veut dire boucle d'eau tempérée à énergie géothermique. Et on va vous montrer après un cas d'application d'un projet qui a été réalisé en BTEG. Donc en fait, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un BTEG par rapport à un réseau de chaleur. On connaît à peu près tous les réseaux de chaleur. Donc vous avez une unité centralisée qui va produire de la chaleur et qui va être distribuée via un réseau à différents types de bâtiments. Donc la BTEG, elle est différente. Donc dans le cas effectivement ici de ce que vous avez à droite, oui, vous avez ici un système centralisé, donc typique de réseau de chaleur, et donc on va avoir une source qui peut être de la biomasse, du gaz, de la géothermie ou autre, qui va fournir de l'eau chaude, qui va être diffusée dans les différents bâtiments et qui vont récupérer directement cette eau chaude pour la consommer. Dans le cadre de la BTEG, on va avoir un système un peu différent, c'est-à-dire qu'on va avoir une source qui est donc essentiellement géothermique, qui va maintenir une boucle à température constante, qui va fluctuer de quelques degrés. Et ensuite, les bâtiments vont chacun avoir leur pompe à chaleur au sein du bâtiment, qui va venir pomper de l'énergie dans la boucle s'il fait du chauffage, et rejeter de l'énergie dans la boucle s'il fait de la climatisation. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser l'une ou l'autre des deux technologies ? Essentiellement, c'est quand on a une mixité d'usages. Donc si par exemple vous avez des bâtiments tertiaires qui vont faire de la climatisation, à ce moment-là, il y a un intérêt à ce que quand le bâtiment fait sa climatisation, il réinjecte sa chaleur dans la boucle, et que le bâtiment de logement à côté puisse l'utiliser soit pour faire du chauffage, soit pour faire de l'eau chaude sanitaire en été. Donc dans ce cas de mixité, le système devient assez intéressant. Donc là, je vous ai listé les avantages et inconvénients des deux solutions. Donc la production centralisée, le gros intérêt, c'est que vous avez un foisonnement des besoins. Qu'est-ce qu'on veut dire par foisonnement? C'est le fait que tout le monde ne consomme pas la même quantité d'énergie en même temps. Donc on peut, notamment sur l'eau chaude sanitaire, si à un moment donné on a 20 logements, on va produire pour 20 logements avec les pics de puissance de 20 logements. Si on a 2000 logements, proportionnellement, tout le monde ne va pas consommer en même temps, donc on va installer proportionnellement moins de puissance. Donc ça, c'est l'intérêt de la centralisation, puisqu'on a une chaufferie qui est moins grosse que si on avait la somme de toutes les petites chaufferies. On va pouvoir mutualiser les énergies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple avoir de la géothermie, plus du gaz, plus de la biomasse, tout ça en centralisé pour alimenter les bâtiments et donc décarboner des bâtiments sur lesquels ça serait plus compliqué, notamment en rénovation dans l'existant dans une ville, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre une PAC sur son toit, mais on peut localiser par exemple une chaufferie biomasse quelque part et approvisionner les bâtiments.
En revanche, on ne peut pas faire de froid. Si on veut faire du froid, il faut faire un autre réseau de froid pour alimenter en froid les bâtiments. La BTEG, donc production décentralisée, l'intérêt c'est que on va avoir donc une réduction de la taille globale de la géothermie, si on veut faire de la géothermie, parce que si vous mettez des champs de sonde géothermiques pour chaque bâtiment, eh bien vous allez forcément avoir des champs de sonde plus importants parce que vous n'allez pas pouvoir foisonner la production. Donc c'est un peu technique, mais là on va pouvoir foisonner la production centralisée. On va pouvoir avoir la possibilité de faire du chaud et du froid. Donc le gros intérêt de la BTEG, c'est quand il y a une mixité d'usage, puisque là, il y a un vrai intérêt à pouvoir mutualiser, récupérer les calories avec des élévations de rendement qui sont intéressantes, qui vous seront présentées juste après. En revanche, effectivement, l'inconvénient quand même, c'est qu'au niveau des pompes à chaleur, on va avoir une multitude de plus petites pompes à chaleur versus une pompe à chaleur centralisée qui pourrait être moins coûteuse. Donc voilà, donc tout ça, ça s'appréhende en fonction du contexte pour savoir en fait quelle est la solution la plus intéressante entre le réseau centralisé ou le réseau décentralisé. Donc je vais passer la parole à mon collègue qui va vous présenter un exemple de BTEG. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Fabien Garin, chargé d'affaires pour le milieu d'affaires sur les Pays de la Loire, donc chez Weisshaupt. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur de clôturer cette présentation, donc en illustrant finalement un cas concret d'application de locaux techniques, donc pompe à chaleur, donc raccordée sur une BTEG. Alors, on a 7 minutes chacun, donc je vais essayer de vous présenter ça de manière le plus complète. On aura l'occasion de pouvoir après débattre sur le stand de la FPG numéro 15, si vous le souhaitez, ou à l'issue de cette présentation. Donc, le contexte très rapidement. C'est une commune non loin d'ici qui se trouve en périphérie de la Loire-Atlantique, mais côté Maine-et-Loire, la commune nouvelle d'Orée d'Anjou, la Varenne, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est sur les bords de Loire donc. Les motivations du maître d'ouvrage étaient, et on peut le comprendre, plurielles. Donc déjà, effectivement, il avait l'impératif sur des locaux vieillissants de changer ses modes de production de chaleur. C'est une première chose. Il avait donc le souhait, de fait, je dirais, de pouvoir faire évoluer et puis être dans l'air du temps, c'est-à-dire décarboner ses installations. Et il avait la chance, effectivement, que le contexte s'y prête en termes de surface disponible pour pouvoir créer ce champ de sonde, et finalement que les bâtiments à rénover étaient globalement tous proches les uns des autres. Donc voilà, tout en sachant effectivement que dans ce projet était prévue la rénovation de 3 bâtiments et la création d'un 4e bâtiment qui recevait, en plus, ça s'est fait en 2 temps, le local technique pour le bâtiment en question, mais aussi le local technique qui recevait donc la pompe de circulation de cette boucle. Oui, alors, bon, on ne va pas taper dessus, mais effectivement, il avait aussi le souhait d'une solution, je dirais, autre qu'une chaufferie centrale, par exemple, biomasse, puisqu'il avait eu des mauvaises expériences. Donc voilà, là, vous avez une vue d'ensemble. Alors, j'espère que c'est lisible pour tout le monde, mais enfin, une vue d'ensemble du projet, où on voit assez clairement le champ de sonde. Donc, il a été réalisé pour alimenter cette boucle, 13 sondes, de 195 mètres, des sondes en DN40, pour un total de métrie d'à peu près 2500 mètres de forage. Et donc ce champ de sonde alimente cette boucle, et la circulation du fluide, de l'eau glycolée en l'occurrence, est assurée par une pompe sur socle, pilotée, donc une pompe à débit variable, et donc pilotée par les vannes de régulation propres à chaque local, de manière à adapter finement je dirais, le débit propre aux machines, utile aux machines, et en même temps, je dirais, maîtriser la consommation électrique de cette pompe. Alors, nous, l'idée, c'est de vous parler, je dirais, plus en détail du point de vue constructeur de cette installation. J'ai manqué de temps pour vous brosser finalement le détail de chaque locaux. Là, vous avez effectivement plusieurs usages. C'est ça qui est intéressant, c'est que sur cette boucle commune, on a plusieurs types d'installations, plusieurs usages, comme par exemple, vous voyez la mairie, qui elle a un appoint gaz. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc une PAC non réversible.
On a également, donc, je vous le fais dans l'ordre chronologique, puisque comme je vous le disais, l'installation s'est faite en 2 temps, et finalement le dernier bâtiment investi, donc mis en service en 2023, c'est aussi celui qui recevait, donc ça a été une coquille vide pendant le temps des travaux de rénovation. Et donc là, je vous le fais à l'envers finalement, pour arriver à la fin au local technique de la BETEG. Et donc effectivement, il y avait également la production de chaleur à l'école donc Henri Matisse, avec une pompe à chaleur donc à point électrique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on avait également plusieurs types de rafraîchissement. On a des pompes à chaleur réversibles pour faire du confort actif en été, mais aussi donc du géocooling, donc pour pouvoir réinjecter donc des calories dans cette pile géothermique. Le troisième et dernier bâtiment rénové, c'est donc une salle de spectacle, la salle des hauts cartels. Là, effectivement, on voit qu'on a une pompe à chaleur donc ID-R, R comme réversible, donc une pompe à chaleur capable de faire donc du froid actif. Et en parallèle, donc, un échangeur donc, de géocooling. Donc, on pouvait en mi-saison aussi profiter finalement du confort d'été à moindre coût, hein, sans consommation compresseur. Et le dernier bâtiment finalement mis en route qui intègre encore une fois cette pompe, à débit variable, effectivement, reçoit une pompe à chaleur d'une taille un petit peu inférieure, réversible également, propose du rafraîchissement passif. Donc vous voyez finalement, la BETEG finalement, a pu permettre d'alimenter tous ces modèles différents de production de chaleur et de froid. Et donc, pour terminer rapidement, j'essaie de vous brosser le projet dans son intégralité, mais on pourra débattre plus largement. Donc quelques données économiques quand même pour ce coût d'opération. Je vais parler dans les grandes lignes, hein, mais donc on a un coût d'investissement global sur ce lot CVC de 750 KE hein, approximativement. Évidemment, le maître d'ouvrage a profité de subventions, hein, de l'ADEME, etc., du CML. Enfin, donc, différentes entités ont contribué à la réalisation de ce projet. En l'occurrence, donc pour à peu près 250 KE hein, de subventions. Donc, je vous laisse faire le calcul, c'est assez simple finalement. Un tiers quand même. Donc le reste à charge finalement de l'installation, je vous dis une bêtise, je me suis trompé, autant pour moi, le reste à charge c'est 250 KE. Hein, donc du coup vous pouvez déduire facilement finalement le montant de subvention. Et donc pour terminer très rapidement, je ne sais pas où j'en suis, je suis bien, pas bien, je suis bien. Vous parlez quand même de quelques résultats, puisqu'on a la chance aujourd'hui que cette installation soit toujours suivie, puisque la grande question c'est toujours, écoutez, oui, bon, l'investissement est ce qu'il est, mais est-ce que c'est réellement performant ? On a la chance que cette installation-là soit toujours suivie aujourd'hui par le bureau d'études qui a conçu l'installation à l'époque, membre de la FPG, présent sur le stand, qui pourra, je dirais en détail, commenter les chiffres. Mais voici les derniers chiffres qu'on nous a communiqués. Je n'ai pas tous les chiffres en détail, mais encore une fois, on pourra les compléter. Vous avez donc la quantité d'énergie finalement produite, sous-entendu soutirée du champ de sonde, hein, donc 195 MWh. L'énergie injectée donc finalement donc en été, hein, finalement, donc en mode froid, donc 11 MWh. Et donc vous avez un scope, donc le coefficient de performance saisonnier donc en mode chaud, on va dire, hein, donc de 4. Et donc le COP saisonnier donc, en mode froid, donc de 4,15. Donc on peut en déduire assez facilement derrière, je dirais, avec une équation, la consommation des bâtiments ou finalement l'énergie réinjectée. Donc, et ça, je vous dis, on pourra en débattre avec celui qui suit encore l'installation aujourd'hui, donc le bureau d'études Bâti MJ. Je dois être pas trop mal, je suis bien, formidable. Donc j'ai terminé pour ma part cette présentation. On doit avoir le temps de répondre à certaines de vos questions. 10 minutes, on me fait signe. 10 minutes. Donc c'est le moment effectivement où il faut lever le doigt. Pas toujours évident. Ah si. Ah par contre il vous faut peut-être... Merci. Oui, bonjour, Gilles Lacouvrant, Manergie. J'avais une question sur les subventions des SIL, 300 000 €. C'était quoi ça? Je ne connais pas bien ce dispositif. Vous me posez une colle, c'est la première. On y répondra sur le stand si vous voulez bien. D'accord. Ah, il est où? Il se cache? Non, mais sur le montage finalement financier de l'opération, je pense que le bureau d'études Bâti MJ pourra évidemment vous répondre dans le détail à ces différentes lignes de subvention. C'est toujours le piège, hein. Quand il y a des questions-réponses, il y a toujours la question piège. C'était celle-là. Merci, monsieur Couvrant. Une fois, 2 fois. Peut-être... Je te laisse la main, Jean-Baptiste. C'était
Juste au niveau du scope, parce que je ne connais pas la connaissance de chacun sur ce sujet-là, mais peut-être repréciser. Donc, quand on parle de scope, donc on parle de coefficient 4, ça veut dire que globalement, il y a 1 d'électricité et qu'il y a 4 de chaleur qui est produite pour les bâtiments. Donc concrètement, ça veut dire que la facture de chauffage, elle est divisée par 4, quoi. Donc c'est quand même assez remarquable en termes de performance. Et c'est une performance qui est indépendante donc de la température extérieure, puisque la température de la boucle est constante. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions peut-être sur les différents types de géothermie, que ce soit la nappe, la sonde ou les autres applications? Allez-y. Bonjour à tous, moi je suis Arnaud Ballet, le directeur général adjoint de la société Ecoplage. C'est plus pour apporter un témoignage sur un autre type de source, donc c'est la thalassothermie, la géothermie marine, puisqu'on est en train de finaliser un réseau de chaleur sur boucle d'eau de mer, en fait, hein, donc c'était au Sable d'Olonne. Donc je vous invite à nous contacter et on est sur des coefficients des scopes tout à fait similaires aussi de 4. Voilà, c'était pour vous apporter mon témoignage d'une source un peu différente, qui est un peu moins abordée, c'est la mer. Hein, c'est notre spécialité avec Ecoplage, avec le dispositif Enerplage, que vous connaisserez peut-être au Sable d'Olonne et à la Baule. Voilà. Ben merci. Et il y a effectivement d'autres applications du type aussi eau usée. Donc il y a parfois aussi des systèmes qui sont mis sur les eaux usées pour récupérer les calories dessus. On en a aussi parfois sur les stations d'épuration. Donc il y a plein d'applications qui ne sont pas forcément la géothermie. Là, on va plutôt être dans l'aquathermie, mais qui sont des applications aussi intéressantes qui peuvent être repiquées sur des pompes à chaleur. Donc effectivement, en fonction du contexte, il y a souvent une solution adaptée. Et comme on l'a évoqué au début de la réunion, il y a quasiment toujours une solution de géothermie, que ce soit de la nappe ou de la sonde ou des corbeilles ou des pieux géothermiques ou autres. Mais c'est assez rare, très rare, qu'il y ait zéro solution due au contexte géologique local. Donc c'est toujours une solution qu'on peut regarder sur un projet. Et ben merci pour votre présence et puis n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez qu'on échange plus longuement sur le stand de la FPG qui est un peu plus loin. Bonne journée, au revoir.